si la relation était un des grands atouts de la communication de crise? Ou plutôt, de la crise de communication? En voici une excellente question que nous abordons avec André-Stéphane Mahob, auteur de Gestion de crise, faire de la relation une stratégie, qui est paru il y a quelques semaines. Dans ce second épisode, nous abordons la communication interne et les love brands. Mais alors, quel rapport avec la communication de crise? Eh bien, il va falloir que vous écoutiez cet épisode et vous serez totalement surpris par l'intérêt de la relation dans cette période difficile qu'est la communication de crise ou la gestion de crise. Je n'en dis pas plus, je vous laisse en compagnie d'André-Stéphane Mahob, consultant en communication, papa de gestion de crise, faire de la relation une stratégie. Et quant à moi, je suis toujours Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Très très bonne écoute. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Tu estimes, toi, que lorsqu'on est dans une situation de communication de crise, ou en tout cas on doit communiquer sur une crise, eh bien l'interne, c'est-à-dire les collaboratrices, les collaborateurs, en fait ils sont fondamentaux. Je fais un focus sur l'humain dans la gestion de crise. Et s'agissant de crise de com et de communication de crise, on parle évidemment d'humain. Alors crise de com plutôt en interne, c'est-à-dire des pourrissements de situation entre les collaborateurs, et communication de crise évidemment quand la crise elle est déclenchée. Et donc pour moi, dans ces différentes pratiques de la communication, évidemment que le relationnel il est fondamental. La relation interne, pour répondre très directement à ta question, elle est cela qui va permettre à l'entreprise de s'enticher les faveurs d'un de ses publics les plus importants quand la crise est déclenchée. On aurait pu citer la crise qui vient de 2008, où justement on a pu observer cette descente spontanée des salariés de la Société Générale dans la rue en faveur de leur employeur au plus vif de la crise, qui avait suscité justement une prise de parole de Daniel Bouton, alors PDG de la boîte sur France 2, qui proclamait la solidité de l'entreprise, alors qu'on sait tous qu'à cet instant précis, elle courait le risque d'un rachat. Je me souviens que les salariés de la Société Générale avaient montré leur amour de la maison. C'est fondamental, ça. C'est fondamental, l'amour de la maison, et c'est pour ça que je signale dans cette partie du livre, j'insiste dessus, comme tu le disais au début de cet épisode, sur le fait de travailler la robustesse du lien interne. Alors on a deux prismes du verre qu'il faut observer. On a d'une part les crises de communication qui peuvent s'observer en interne avec des pourrissements de situations, des situations délicates sur le plan managérial à gérer. Cela pignon sur rue, ce n'est pas rare de voir dans des grands groupes, par exemple, deux directions à couteau tiré, où justement deux cadres dirigeants, managers ou médias ne se parlent plus, avec des conséquences directes sur le travail des équipes au quotidien. Comment on gère ça finalement pour que notre interne y reste fort? Et donc pour moi, c'est une préoccupation à adresser aujourd'hui par toutes les boîtes pour pouvoir justement garder un interne aussi solide que possible, non seulement au service de la performance au quotidien, mais aussi au service justement de la résilience de l'entreprise en cas de crise. Et donc, je note dans le livre que fédérer l'interne, c'est déjà empoisonner la crise. Est-ce que tu penses aujourd'hui que la communication interne prépare à éventuellement des crises aujourd'hui dans la plupart des grandes entreprises? Absolument, la communication interne aujourd'hui est un levier pour pouvoir anticiper la crise, parce que le rôle de la fonction communication interne, il est celui-là de pouvoir fédérer l'interne. Il ne s'agit pas de communiquer seulement, et je le dis dans le livre, on communique par nos canaux, mais aussi on développe une certaine culture de la relation. En l'occurrence, on crée de la relation avec les différentes strates salariales au sein de notre entreprise. Je conseille d'ailleurs aux dirigeants, pour accompagner se dérouler cette mise en place de la communication interne, d'être sur le terrain, de toucher du doigt les réalités de leurs différentes équipes et justement de travailler une relation humaine avec eux. Une fois qu'on a ce binôme
communication interne plus bonne relation avec les salariés, l'entreprise elle plonge dans ce que je qualifie d'osmose relationnelle. 2 avantages s'y dégagent. D'abord, une performance quotidienne parce qu'on va avoir un taux de turnover qui va chuter. Derrière, on va anticiper la crise. Aucune entreprise ne saurait résoudre une crise de réputation aujourd'hui sans son interne. L'interne fait partie de ce que les spécialistes appellent les parties prenantes directes aux entreprises. Mais tu es bien obligé, puisque en général, quand on a une crise qui te tombe sur le coin de la figure, la communication de crise qui va avec, c'est qu'on ne va pas faire parler d'emblée le patron ou la patronne, on va faire parler certaines personnes sur une problématique technique, comme c'est souvent le cas, et encore faut-il les médias traîner et faire en sorte que ces personnes soient à la hauteur. Ça, il faut les trouver généralement très vite, voire très 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 vite, et mieux vaut se préparer. Donc, en effet, je suis d'accord avec toi que c'est l'interne qui sauve la mise de l'entreprise. Oui, surtout que depuis quelques années, on a une crise de confiance envers la figure du dirigeant. Je peux convoquer le dernier Trust Barometer d'Edelman qui montre bien que il y a une défiance chronique généralisée envers la figure du dirigeant, qu'il soit dirigeant du privé ou du public. On sait qu'une communication corporate ou institutionnelle ne pourra pas avoir plus d'impact qu'un simple témoignage de salarié. Et dès lors qu'on a identifié cette réalité, ce mécanisme, cette tendance, on sait qu'il nous appartient justement de pouvoir avoir un collectif interne fort pour prévenir la crise. Je n'ai jamais été partisan de ceux-là qui disent que quand on est dans une entreprise, que c'est comme dans une famille, même si ça va mal, quand la crise frappe, tout le monde se met ensemble pour pouvoir la défendre. Je pense que comme au football, sport que j'ai pratiqué et que j'aime beaucoup, une équipe qui est solide dans son vestiaire a plus de chances de l'emporter sur le terrain qu'une équipe qui sort du vestiaire étant fracturée. Deuxième partie que tu abordes toujours dans cette crise de com et com de crise, André Stéphane, c'est les love brands, donc les marques qu'on aime. Alors tu dis, c'est assez surprenant, que ça permet de passer de la méfiance à la confiance des audiences. Explique-nous ça parce que, alors évidemment, quand on aime une entreprise et donc une marque type Apple, on est toujours un peu plus son ambassadeur, etc., etc. Mais c'est vraiment vrai, j'allais te dire, que quand on est une love brand, eh ben on est beaucoup plus finalement défendu, si tant est qu'il en ait besoin, par des gens qui sont simplement des acheteurs ou des ambassadeurs un peu lambda. Oui, complètement. S'il fallait définir le love brand pour commencer, donc amour de marque, tu l'as dit, ou marque affective. Donc une marque est souvent une love brand quand elle arrive à créer une relation émotionnelle forte avec ses clients, mais aussi ses autres publics. Et des fois, ça va jusqu'à susciter une fidélité au-delà de la raison. Ça veut dire que, par exemple, le client, il va de moins en moins être sensible à une promotion que ferait un concurrent, même si le concurrent est dans une stratégie de baisse de prix, puisque le gain financier qu'il ferait là-bas est inférieur à ses yeux au gain émotionnel qu'il a à rester finalement fidèle à la marque à laquelle il est attaché. Apple, c'est le parfait exemple. Exactement. Et donc, je le mets en lumière dans le chapitre sur la communication de crise parce que pour moi, avoir une marque entreprise qui est une love brand, c'est un moyen de résilience qu'on anticipe sur la capacité de l'entreprise à pouvoir mobiliser des alliés. Et ça, c'est très important en communication de crise parce que aujourd'hui, beaucoup de marques pensent encore que la com de crise revient à convaincre dans l'urgence. Ça fonctionne comme dans les relations humaines simples. Ça veut dire que j'ai quelqu'un, je le connais, depuis un bon moment, on a partagé beaucoup de bons moments ensemble, je lui fais confiance, et s'il y a un problème, à condition qu'il soit honnête ou sincère, je suis prêt à lui pardonner cette erreur. C'est d'ailleurs pour ça que la com de crise des love brands, elle est souvent plus avantagée que celle des marques qui ne sont pas des love brands, tout simplement parce que ce capital affectif dont elles bénéficient, ces marques-là, leur permettent d'avoir des crises qui se jouent sur un terrain beaucoup plus favorable que les marques classiques. Mais on en revient à cette fameuse émotion que l'on a évoquée dans la première partie d'épisode avec toi. Au-delà de l'émotion, il y a aussi ce qui rime l'affection. Et quelque part, encore une fois, à partir du moment où vous aimez quelqu'un, vous lui pardonnez plus aisément une éventuelle erreur qu'il reconnaîtra. Et c'est pareil finalement pour une entreprise et une marque.
plutôt que quelqu'un qui va essayer de tout cacher sous le tapis. C'est ça? C'est exactement cela. Le principe est simple à comprendre. En période froide, on travaille par nos actes, par nos différents contacts avec nos cibles, à se faire aimer par elles, à tenir notre engagement, parce que ce qui crée des fictions, c'est souvent une mauvaise expérience, qu'elle soit collaborateur, qu'elle soit client. Et j'insiste sur cette dimension de Love Brand élargie parce que c'est le cœur même de l'ouvrage. Souvent, le Love Brand est assimilé à la relation marque-client. Moi, je parle vraiment de la relation marque-partie prenante. Ça veut dire que toutes les parties prenantes, on doit les travailler au quotidien en période froide pour pouvoir justement se créer ce capital résilience quand la crise sera déclenchée. Et derrière, les marques Love Brand ont souvent ce que j'appelle affectueusement le droit à l'erreur. Ça veut dire que même si les process sont déroulés de manière imperfectible, même si au niveau des éléments de langage, on a eu un media training mal incarné ou des erreurs de communication, du moment où dans le fond, l'entreprise est sincère, parce qu'on l'aime, parce qu'on a de l'affection pour elle, on lui accorde ce droit à l'erreur, tout comme on aurait pardonné à un être qu'on aime. Et finalement, revenir aux fondamentaux de la communication et de la publicité, à savoir se différencier de son copain d'en face ou d'à côté, qu'on appelle le concurrent, ça peut aussi servir quand on est dans une position de crise, dans une période de crise, où là, on va peut-être plus vous passer les choses que si vous étiez une marque froide, fort peu sympathique, ayant très peu d'aspérité, au final. Oui, exactement. Et cette dimension, elle peut aller jusqu'à, pour les marques qui sont ouvertes en tout cas, jusqu'à un changement de la plateforme de marque entreprise, ou du moins à son évolution. Parce que justement, au sortir de toute crise, il faut tirer des leçons. Et si on se rend compte que la posture communicationnelle qu'on a n'est pas adaptée à notre cible ou n'est plus adaptée à notre cible parce que la difficulté aujourd'hui des entreprises est d'évoluer dans un environnement qui est devenu quasi instable. Et donc, il faut pas se fermer à faire évoluer la plateforme de marque entreprise. D'un point de vue action, j'aime à le dire, d'un point de vue effet, et ensuite d'un point de vue communication. Parce que la communication est toujours au service de l'accompagnement justement d'une action, d'acte qu'on a posé, et donc va pouvoir nous mettre en musique, mettre en lumière ces actes-là, tout simplement parce qu'une communication sans acte a priori, c'est tout simplement de la manipulation ou du mensonge. Cette fameuse Love Brand, est-ce que c'est enseigné aujourd'hui dans les écoles de com? Tu étais chez Narrative, maintenant tu es à ISCOM. Est-ce que dans ces deux écoles que tu connais bien, c'est enseigné les Love Brand, comment créer une Love Brand? Oui, alors c'est pas forcément à tous les coups intitulé comment créer une Love Brand, mais effectivement pour moi aujourd'hui par exemple qui suis spécialisé en marque, influence et relations publiques, j'ai eu la chance d'avoir une majeure marque dans ma formation, et donc on nous apprend à positionner une marque, à la définir, à en faire la plateforme, tout simplement, avec tout ce qui va avec, tone of voice ou tonalité, valeur, etc. En revanche, nous, communicants, on va le poser, on va le présenter aux marques quand on a fini un audit, en fonction de leur environnement, des paramètres qu'on a pris, de la vision qu'en ont les dirigeants, on va leur proposer une plateforme de marque. En revanche, c'est dans la façon de l'incarner que tout va se jouer. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des marques non notoires et des marques qui le sont plus, s'il y a des marques Love Brand et des marques qui ne le sont pas, c'est parce que au-delà du positionnement et de la communication, qui a un rôle important à jouer, il y a un ensemble d'actes et d'effets, d'activations finalement qui ont été mis en place. Je prends un exemple simple. Certaines marques aujourd'hui sont reconnues pour leur culture de la fidélité client, que ce soit dans le secteur bancaire, que ce soit dans l'univers social. Et il y a certaines marques qui se définissent par une singularité qui fait que à un moment donné elles sont identifiées pour cela. Et ça, c'est pas que de la com, c'est aussi des actions qu'on a mises en place. Donc je pense que il faut que nos auditeurs comprennent que c'est enseigné aujourd'hui de créer une plateforme de marque, de poser les jalons d'un point de vue communication, de ce que peut devenir une Love Brand, parce que pour moi toutes les marques peuvent le devenir. En revanche, on ne devient pas une Love Brand du jour au lendemain. Il faut être patient. C'est une relation qui se construit. Et finalement, en période de crise, on peut créer une coalition parce qu'on a créé une relation. C'est pas qu'une histoire de budget, on est bien d'accord, André Stéphane. Pas du tout.
C'est une histoire de temps long, souvent. Et c'est pas la peine de sortir 100 millions d'euros pour soi-disant devenir adulé ou espérer être adulé. C'est que du temps long. Est-ce que tu penses que ce fameux temps long qui a tant disparu, ça fait longtemps qu'on dit ça fait au moins 50 ans qu'on dit que le temps long n'existe plus. Est-ce que tu penses qu'il a réellement disparu? Est-ce que tu penses qu'il en reste encore des marques qui sont OK avec le temps long? Oui, je pense qu'il y a des marques qui sont très bien ancrées dans leur plateforme de marque et qui sont OK avec le temps long. Je pense qu'aujourd'hui, elles ont compris qu'il faut s'ancrer dans une vision long-termiste. Et donc, je pense que oui, c'est une histoire de cohérence aussi, une histoire d'adaptation, parce que finalement, le monde, il change toujours, mais intrinsèquement, les marques, elles restent fidèles à elles-mêmes. Alors, elles peuvent évoluer pour s'adapter au monde, mais elles gardent leur identité. C'est comme un enfant qui grandit. Donc, il reste lui-même, même s'il se développe. Et donc, pour moi, ce love brand, on l'acquiert aussi dans la capacité à tenir une ligne claire. Pas une ligne non inflexible, mais une ligne qui est cohérente dans la durée, qui va être ouverte à l'adaptation à mesure de l'évolution du monde, à mesure de l'évolution des attentes éventuelles des parties prenantes, mais finalement une ligne claire et assumée dans le temps long. Je reviens à Crise de com et com de crise, donc un de tes chapitres de ton livre dont je rappelle le titre, Gestion de crise, faire de la relation une stratégie, paru chez Gérézo. Et là, tu le dis, communiquer en temps de crise, c'est recentrer l'humain avant toute crise. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est tout simplement le fait de garder en tête, quel que soit le porte-parole qu'on va mettre en avant, qu'on a affaire à des hommes et des femmes qui sont faits d'os, de chair, de sang et donc d'émotions. Et ça, c'est important de le prendre en considération en communication de crise. Tu parlais tout à l'heure de l'expert technique qu'on va mettre en avant le CEO, mais une fois de plus, cet expert ferait une erreur s'il plongeait dans un discours trop technique alors qu'on a par exemple des victimes. Et donc à ce moment-là, on s'attendrait à ce qu'il ait un langage le plus simple possible, qu'il fasse preuve a priori de compassion avant d'expliquer de façon assez claire et simple quel est l'état de la situation. Et donc recentrer l'humain avant toute chose, c'est savoir que quelle que soit la stratégie de com de crise qu'on va mettre en place, parce qu'il en existe plusieurs, il faut garder en tête que nos parties prenantes, qui sont gages de la crédibilité, de la réputation de l'entreprise et finalement de sa vie et de sa survie, sont des êtres humains. Est-ce que tu penses que ça, c'est enseigné dans les écoles? Parce que autant les histoires de média training, qui sont aussi des choses très techniques quelque part, loin d'être simples. Mais est-ce que tu penses qu'on réussit à faire passer ce message qu'il faut avant tout humaniser, même quand on va être dans une explication très technique et donc de fait complexe? On te demande pas d'entrer dans trop de détails, on va te demander avant tout d'être humain, bien expliquer les choses. Oui, que ce soit compréhensible, à minima, mais est-ce que tu penses que c'est expliqué, que c'est enseigné et que c'est compris en école aujourd'hui, qu'il faut humaniser toute la communication, y compris la com de crise? Ça va dépendre des écoles. De celles que j'ai faites, c'était également un point qui était évoqué, le fait de pouvoir faire preuve d'empathie. Ça, quand même, ça revient pas mal dans les cours. Après, dans la vraie vie, parce que moi, j'ai eu la chance de média-trainer des clients, parfois des proches qui me le demandaient, et d'assister des fois à d'autres média-trainings auxquels je prenais part en observateur. Je pense que ça a souvent trait à plutôt apprendre aux gens, non seulement à prendre la parole en public, mais aussi à pouvoir faire face à une interview dans un cadre journalistique. Donc on va beaucoup plus s'ancrer dans les techniques journalistiques pour apprendre aux gens à savoir comment ils posent les questions, les journalistes, et finalement les mettre à l'aise avec les questions entre guillemets les plus inconfortables. D'ailleurs, on voit que de plus en plus de personnes font des communications sensibles, voire de crise sur des podcasts qui sont par essence des formats qui permettent d'éviter ce cadre très strict journalistique qui est souvent pour certains un peu agressif. Et donc, oui, je pense qu'on peut pousser le bouchon un peu plus loin, mais ça va dépendre de la stratégie de l'entreprise. Et cette stratégie-là, adossée à l'humain, il y a des entreprises qui vont effectivement le conseiller, mais là, on est dans un autre cadre. On est sorti du média training. Encore que le média training aujourd'hui, moi, je l'ai remarqué aussi à force d'expérience, modestement, il n'est pas convenable à tous les individus. Vous avez des individus qui n'en auront pas du tout besoin.
Vous avez des individus que le média training va, Ça va entre plus les guillemets, contraindre. pervertir. Oui, ça va Voilà. les contraindre et ça va les Voilà. rendre encore plus chiants alors que naturellement ils seraient excellents. Mais combien d'excellents de gens nés excellents pour parler à des journalistes versus ceux qui ont besoin d'apprendre selon toi? C'est quoi, c'est 90-10, j'imagine? 10-90 plutôt. J'ai pas la prétention d'avoir fait le tour pour pouvoir avancer un chiffre, mais je pense que tout le monde a priori devrait connaître ces techniques-là. Après, est-ce qu'il y a besoin de passer des heures à rôder quelqu'un sur les éléments de langage ou sur comment étayer son discours? Je pense qu'il y en a qui n'ont pas du tout besoin. Il y en a à qui, si on le fait, on les perd complètement. On les dénude de leur identité, de leur singularité. Et finalement, ça dessert plutôt que de profiter justement à l'individu, au dirigeant. Donc, je pense que apprendre aux gens comment fonctionnent les médias, comment fonctionne le cadre, c'est une très bonne chose. En revanche, il faut avoir la capacité à identifier la personnalité de la personne qu'on va média traîner, qu'on va accompagner, pour voir justement si au-delà des cases canoniques, si on va aller plus loin dans la posture, dans le ton, dans la voix, dans la gestuelle, voir dans ce qu'elle doit dire pour certaines personnes. Donc ça, ce sera vraiment à arbitrer au cas par cas. Est-ce que les EDL, les fameux éléments de langage, c'est pas finalement le meilleur moyen de tuer l'humanité, l'humanisation et le côté humain de la communication? Alors les éléments de langage, abrégés EDL, il faut comprendre que ils sont conçus pour aider. Quand on fait de la communication de crise, on n'est pas dans de la manipulation. On n'est pas dans de la surincarnation. Si on tente de le faire, les gens ils sont pas dupes, ils le découvrent et on aggrave la crise. En revanche, c'est des rendez-vous importants parce qu'on a des dirigeants souvent qui vont s'adresser à des parties prenantes en situation extrêmement grave. Et donc, les éléments de langage sont une aide pour leur permettre de préparer cette échéance-là qui est très importante par devoir de transparence, par devoir de responsabilité. Ce que moi, je conseille de faire, c'est de s'adapter à la personnalité du dirigeant. Moi, je connais des gens avec qui j'ai travaillé qui ont juste besoin qu'on leur mette 3 mots-clés sur un petit papier, qu'ils puissent rebondir dessus. Je dis 3 mots-clés, pas plus. Il y a des gens qui auront plus aise à avoir 6 phrases. Il y a des gens qui n'auront pas de papier, qui auront juste besoin qu'on les rassure, qu'on leur dise tu es sincère, tes clients te connaissent, ils croient en toi, il faut juste que tu sois transparent et que tu leur dises ce qui se passe et qu'on leur montre qu'on est en train de travailler parce que tu sais qu'on est en train de travailler à résoudre cette crise. Et donc c'est véritablement à faire au cas par cas. Il ne faut surtout pas aller déformer la réalité de la personne qui prendra la parole. Et donc, moi, les éléments de langage, ça aide. Encore faut-il que la personne à qui on les propose soit disposée à recevoir cette aide. On ne force pas quelqu'un qui n'est pas malade à consommer des médicaments. Généralement, c'est plutôt bien accueilli, mais il ne faut pas s'offusquer de quelqu'un qui n'en a pas besoin. Tout à l'heure, on parlait de l'interne. Souvent, par respect pour la partie prenante directe qu'est l'interne, quand on a une crise et qu'on sait qu'on communiquera à un externe, il faut a priori alerter, informer majoritairement les salariés en interne pour qu'ils aient l'information avant, évidemment. Et avoir mis sur table au sein de la cellule de crise les différents éléments de langage qu'on utilisera, c'est aussi cette aide-là qui va permettre aux cadres médians qui sont plus proches des équipes de pouvoir parler d'une même langue que les dirigeants qui s'exprimeront le soir à la télé ou plus tard lors d'un podcast. Donc ça a aussi caractère à aider l'ensemble des collaborateurs, en tout cas de ceux-là qui communiqueront sur la crise, à pouvoir s'aligner derrière le discours qui a été acté et décidé ensemble pour être porté par l'entreprise. Eh bien écoute, on va se quitter sur ces histoires d'éléments de langage. On revient à l'interne. Tu sais, on en a parlé comme de crise de communication. Eh bien en fait, tu le dis, cette fameuse petite communication interne à tout d'une grande, eh bien au final, on en revient toujours à l'interne, aux collaboratrices, aux collaborateurs. Et puis en même temps, j'ai envie de te dire que quand on a écrit un premier livre qui s'appelle Gestion de crise, faire de la relation une stratégie, la relation elle est en interne, elle est en externe évidemment, donc c'est tout à fait normal. Quand on entend une épée, un des premiers livres commis par quelqu'un d'aussi jeune, on met 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, on s'abonne au décodeur de la communication, le meilleur des podcasts sur la communication. Tu noteras ma totale modestie contrairement à toi, André Stéphane. Et en tout cas, je te remercie encore une fois. Ciao, ciao.